Et bonjour à tous, bienvenue sur Happy Crash. Alors j'espère, il y a un petit peu de vent, j'espère que le son ne sera pas trop parasité par le vent. Vous pourrez m'entendre correctement. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Et d'abord j'avais pas vraiment le temps. Et pour être honnête, j'avais pas grand chose à partager à part mes propres élucubrations. Et vu le contexte actuel, je pense que il faut être très prudent sur ses opinions, compte tenu des informations qu'on a ici et là, et leur fiabilité, et notre propre sensibilité. Donc, je pense que c'est bien de prendre un petit peu de recul et de se tenir à l'écart quand tout le monde est en train de réagir à chaud. Donc là, je fais une petite pause, petite balade d'après déjeuner au travail. Donc, je ne suis pas en France et il fait pas très chaud, pour tout vous dire, mais ça va aller mieux à force de marcher, je pense. Et là, je suis dans un très beau quartier, très joli quartier. Et c'est vrai que quand je me balade là et que je vois toutes ces... Je vous montrerai un petit peu plus loin. Quand je vois toutes ces magnifiques maisons, alors c'est le nord de l'Europe, hein. Quand je vois ces magnifiques maisons très bien entretenues, avec une pelouse parfaite, des portails magnifiques, des voitures électriques garées devant, des toits couverts de panneaux solaires. Je me dis, je me demande si ces gens feront partie des 500 millions qui resteront. En fait, j'en doute. Ils sont quand même des gens très aisés qui vivent. Là, il y a du vent. J'espère. Je fais pas cette vidéo pour rien. Quand même des gens très aisés qui vivent. Qui vivent en adaptant leur mode de vie aux nouvelles exigences, en ayant le sentiment de tout faire très bien, d'être de bons petits soldats. Et au bout du compte, je suis pas sûre que ceux-là feront partie de la population qui pourrait être épargnée des contraintes qui viennent. Et c'est vrai que j'ai toujours lu et entendu, notamment quand on décrypte des témoignages dans des bouquins. Il y a l'ex-URSS par exemple. On est toujours déduit que la dictature finit toujours par s'attaquer à ceux qui ont aidé à l'instaurer. Et je pense que tous les gens bien obéissants, qui ont le sentiment de faire ce qu'il faut et d'être au-dessus de tout soupçon, je pense que ces gens-là en paieront les conséquences, mais de manière bien pire que nous. C'est pas un souhait, j'ai jamais souhaité que les gens souffrent. C'est un constat du passé. Voilà. Donc je sais pas si vous voyez derrière moi. Voilà. Là c'est la famille Audi. Ah ouais, mais il faut pas que je montre les plaques. Hop. Et puis là c'est le portail. Bon voilà. Après, dans ces maisons-là, dans ces gens-là, il y a peut-être des gens comme moi, hein, qui ont un certain niveau de vie, qui ont certains revenus, qui font partie d'une certaine population de cadres supérieurs, mais qui ont malgré tout beaucoup de recul, et qui savent que tout ça, c'est pas essentiel, c'est pas concret, et qu'on peut le perdre du jour au lendemain, c'est éphémère. Hein.
qu'il y a des gens comme ça, j'espère qu'il y a des gens comme ça aussi. Je doute que ce soit une majorité. Parce que si je me compare moi-même à mon propre environnement, je ne vais pas dire que je suis seule, mais nous sommes une petite minorité quand même. Ceci dit, c'est un quartier très agréable pour marcher. Et alors il y a des voitures, d'habitude je suis toute seule. Voilà. Donc l'actualité est très complexe. Et elle est tellement complexe que je ne pourrais pas moi intervenir et partager vraiment mon opinion parce que j'admets ne pas en avoir. Voilà. On n'est pas obligé d'avoir une opinion sur tout. Et l'opinion, ça se construit. Et je ne crois pas qu'on ait aujourd'hui les éléments pour le faire. Donc, je peux partager des réflexions, des éléments de réflexion, mais je ne pourrais pas partager d'opinions tranchées. D'ailleurs, des opinions tranchées, j'en ai pas beaucoup, pour être honnête. Je peux avoir une opinion, mais c'est difficile d'avoir des opinions vraiment tranchées, puisque on est censé être toujours un peu dans la nuance, non? Voilà, moi par contre je peux partager mes constats. Voilà. Le constat, c'est que les gens se déchirent, les gens deviennent de plus en plus haineux, de moins en moins tolérants, ils sont incapables d'écouter les autres, ils sont incapables de faire preuve de nuance. Et ça me fait vraiment peur. Ça me fait vraiment peur parce que ça touche même des gens qui avaient quand même démontré une certaine retenue ou une certaine capacité d'analyse durant ces dernières années et qui là se mettent à complètement péter un plomb. Alors effectivement, je vais essayer de me mettre plus en face. Effectivement, si on parle de gens un peu plus en vue, sans parler de célébrités, mais oui, je pense, il y a du vent, ça va être l'horreur, je pense. Oui, je pense qu'il y a énormément d'infiltration. Je pense qu'il y a des gens, je vais regarder si je peux couvrir le... Je pense qu'il y a des personnes qui sont payées en fait pour annoncer publiquement certaines positions. Mais au-delà de ça, il y a aussi d'autres personnes qui sont de manière évidente pas rémunérées et de manière évidente qui perdent pied sur les sujets actuels alors qu'ils avaient réussi à garder les pieds sur terre sur les sujets précédents. Donc je me dis sujet après sujet, les cerveaux sont affaiblis, je pense que les gens sont fatigués. Et je pense qu'à chaque fois, il y a une attaque massive. Et à chaque attaque, on perd des soldats, quoi. À chaque attaque, on perd des soldats. Ouais. On va pas être nombreux, et j'espère que ça n'arrivera pas. On peut pas être sûr, on peut pas savoir si on sera pas nous-mêmes un jour victimes. Qui sait? J'espère que vous me le direz le jour où je pète un câble. Bon, il y a vraiment beaucoup de vent. Je vais écouter un petit peu ce bout de vidéo pour voir si on entend avant de continuer. D'accord? À tout de suite. Donc, il y a effectivement du vent et c'est effectivement très agréable pour vous, je pense. Donc ce que je disais, c'est que les gens devenaient haineux et n'arrivent pas à se parler. Et il y a vraiment, alors qu'on ne soit pas de la même opinion, qu'on soit plus sensible à certains événements, ça je le conçois. Ce que je ne conçois pas, c'est qu'on n'arrive pas à se retrouver sur des fondamentaux. Je n'arrive pas à comprendre comment on ne peut pas statuer tous ensemble
sur le fait qu'il est inadmissible de voir des enfants mourir, hein, qu'il est inadmissible que la violence ne règle pas la violence, et on devrait être tous d'accord sur ce point. Je ne parle pas ensuite de la justification d'une réplique ou d'une vengeance, je me surpose. Je parle juste du constat de base. Essayer de, dans chaque camp, d'essayer de trouver un minima nos points communs, ce qui va nous rassembler. Parce qu'une fois qu'on a compris et on a identifié ce qui nous rassemble, on peut commencer à parler du reste et à débattre et à trouver des compromis. D'ailleurs, je pense que c'est un peu le principe de la diplomatie. Mais on n'arrive même pas à s'entendre sur les fondamentaux. C'est-à-dire que quand on dit à quelqu'un « mais rien ne justifie la mort d'enfants innocents », il y a des gens qui sont quand même capables de vous répondre. J'ai même pas envie de le dire en fait. C'est tellement énorme, c'est tellement horrible, hein. C'est tellement inhumain. Donc c'est difficile à entendre et c'est impossible à répéter, mais je pense que tout le monde a vu sur Twitter notamment des réponses incroyables, hein. Et ça c'est vraiment, c'est pour ça que là, quand je vous dis j'ai très peur. Parce que jusqu'ici, d'après moi, alors jusqu'ici, on va dire jusqu'à 4-5 ans, je pense qu'on était encore capable de se rassembler sur notre humanité, je pense. Toujours des exceptions, mais je pense. Et là, ça devient impossible. C'est-à-dire que cette... je sais pas moi, fondamentalement, universellement, je pense que l'enfant est sacré. Jusqu'ici, l'enfant était sacré. C'est-à-dire, quel que soit votre pays, votre culture, votre religion, je peux presque parler d'époque. Bon, restons dans l'époque contemporaine ou moderne, mais l'enfant est sacré. Et aujourd'hui, on a complètement balayé ça d'un revers de main. Voilà. Et il y a des gens binaires, des gens idiots, stupides, mal formés, qui vont interpréter ce que je dis là comme une défense du Hamas ou de la Palestine. Donc vous voyez, en fait on s'en sort pas. C'est-à-dire, moi je parle d'un fait, je parle d'un constat, je parle d'une analyse, je ne parle pas d'opinion. Mon opinion, je ne l'ai jamais donnée jusque-là. Et je vous l'ai dit pourquoi, parce que je n'en ai pas. Je n'ai pas d'opinion. D'abord, je suis neutre par principe sur ce qui se passe, hein, puisque je ne suis ni juive, ni israélienne, ni sémite, ni arabe, ni palestinienne, rien. Je n'ai aucune espèce d'attache avec cette région, ces cultures, ces religions. Donc pour moi c'est un... je vois pas comment je peux prendre un parti. La seule chose que je puisse faire, c'est relever des faits, c'est relier ces faits à des faits passés, à un historique, et me forger une opinion. Mais aujourd'hui je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas parce qu'en fait je pense que c'est impossible, hein. Donc, et pourquoi c'est impossible? Parce que tout le monde a raison et tout le monde a tort en réalité dans cette histoire. Selon la période à laquelle on fait référence, on a raison, on a tort. Si on revient 2000 ans en arrière, on a raison, on a tort. Si on revient 4000 ans en arrière, on a raison, on a tort. Si on revient il y a 60 ans, on a raison, on a tort. Donc en fait, personne ne peut avoir raison ou tort. Et c'est sur ce constat qu'on devrait se dire, bon bah stop. Stop. On va mettre à plat des principes fondamentaux qu'on a en commun et qui normalement existent, puisque c'était le principe de l'ONU sur notamment, ne serait-ce que les règles de la guerre, hein.
les règles concernant les colonisations, etc. Donc normalement on est censé être en accord sur des principes fondamentaux. Donc déjà c'est plus le cas. Mais et on devrait pouvoir se parler sur la base de ces principes qu'on a en commun. Et c'est pas possible. Donc moi je vais vous dire mon sentiment aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas possible d'avoir une opinion. C'est que les gens qui ont une opinion tranchée aujourd'hui sont des gens qui ont un parti pris pour telle ou telle raison. Je pense que 95% des gens ont un parti pris dû à la propagande, dans un sens ou dans l'autre. Parce qu'en fait, il est impossible sur une histoire de plusieurs milliers d'années de déterminer qui a raison ou qui a tort. Voilà. Et à un moment donné, si on parle sur un événement donné, parce que ça, quand on parle de principes fondamentaux, oui, le Hamas a eu tort dans cette attaque, et tort c'est un petit mot, mais sur nos autres principes, d'autres principes fondamentaux, qui est que la violence ne se règle pas par la violence, Israël a tort dans sa réplique, donc tout le monde a tort là. Je veux dire, on en est là, donc moi je peux pas prendre parti pour entre deux personnes qui ont tort ou deux personnes qui ont raison en fonction des événements. Ah, il y a du bruit. En fonction des événements au moment M. Donc moi je me tiens à l'écart de tout ça. Et ce que je me permets de juger, c'est l'atteinte à l'humanité. Voilà. Et l'atteinte à l'humanité, d'abord il y a des deux côtés, côté Hamas et côté Israël. Et je parle des gouvernements et des dirigeants, je ne parle pas des peuples. Parce que les peuples sont toujours les victimes de toute façon. Donc voilà. Et quand je parle d'humanité, il y a quand même un truc très surprenant dans toute cette histoire. C'est que, bon, je veux dire, on a tendance à toujours, c'est le point Goldwyn, on a toujours tendance à faire référence à la Seconde Guerre mondiale. Et pour moi, pour beaucoup de gens, mais en fait on parle, on parle des camps de la mort, on parle du nazisme, des camps de la mort, etc. Mais si on le modélise en fait, si on le résume simplement, ce qui était très différent de la Seconde Guerre mondiale par rapport aux guerres précédentes, la seule et unique différence, sans parler de juifs, de communistes, de xigans, etc., etc. La seule vraie nouveauté de la Seconde Guerre mondiale, c'est l'industrialisation de la mort. C'est la première fois que dans le monde, alors dites-moi si je me trompe, j'ai pas une culture incroyable, l'industrialisation de la mort, c'est vraiment c'est vraiment ce qui ressort de cette guerre. Et les victimes les victimes principales, parce que c'était pas les seules, loin de là, les victimes principales de cette industrialisation de la mort, leurs descendants sont en train, par d'autres moyens, mais finalement avec un résultat qui pourrait être quasi identique, de perpétuer cette industrialisation de la mort. Voilà. Donc là, je ne suis toujours pas sur une opinion, je suis sur une analyse. On se mette bien d'accord là-dessus. Donc tout ça pour dire que tous les gens qui ont une opinion, qui se déchirent, qui refusent de s'entendre, de se parler, de se comprendre, de faire l'effort, de se dire voilà, on a des fondamentaux en commun, on va se rejoindre là-dessus et le reste on va le discuter. Nous sommes perdus. Je pense que beaucoup de gens sont individuellement perdus et je pense que notre civilisation est perdue. Voilà. Qu'on n'est plus capable de protéger ses enfants,
quand on n'est plus capable de protéger ses vieux, ce qui est arrivé, et ses enfants aussi, mais les vieux aussi, ce qui est arrivé pendant la période Covid, c'est qu'on est la civilisation est en train de mourir. Voilà. Ça, c'est une opinion. Bon. Et bah, beaucoup de blabla. Je suis pas encore arrivée. Qu'est-ce que je pourrais partager de plus avec vous? Pour ceux qui regardaient, qui étaient intéressés par les vidéos sur Bitcoin. Donc j'ai vendu mon premier palier à plus de 25%. Donc si j'avais investi 1000 € aujourd'hui, j'aurais 1250 €. Avec 250 € de gains et 1000 € qui courent toujours sur le marché. Voilà, donc il y a des gens qui m'ont fait des réflexions en me disant mais pourquoi tu le retires maintenant, tu gagneras moins plus tard si ça monte. Oui, mais moi je suis une gagne petit. Je suis une gagne petit, mais une... comment on peut appeler ça, en fait je suis une gagne petit mais je gagne. Voilà. Il y a des gens qui sont des gains gros. Et quand ils se gourrent, ils perdent tout, voire des fois plus que ce qu'ils avaient avant. Donc, moi j'ai toujours fonctionné comme ça. C'est ce que je vous avais dit dans une vidéo. Je suis quelqu'un, j'ai une appétence au risque sur le plan financier, qui est de mon point de vue très limité, ce qui ne m'empêche pas d'être sur les marchés depuis très longtemps. Je pense qu'il y a des gens qui, avec mes méthodes, une appétence au risque très élevée, serait 10 fois plus riche que moi. Voilà, sauf que moi, il n'est pas question que je parie, que je... Oui, c'est ça, c'est un pari. Parce que même si on a, ça reste des paris, l'argent que j'ai, c'est l'argent de mon travail. C'est le fruit de mon temps, de mes efforts, de mon intelligence. Et je joue pas ça aux cartes, quoi. Pas si c'est compréhensible ou pas pour tout le monde, hein. Mais moi je fais pas de paris sur le fruit de mon travail, hein. Donc je fais des paris, oui, mais réfléchis, mesurés, et qui restent proportionnellement un petit risque, hein, pour mon patrimoine. Voilà. Donc c'est la façon dont j'opère, hein. C'est la façon dont j'ai presque toujours opéré. Je ne vais pas dire qu'il m'est pas arrivé, il m'est jamais arrivé un jour enfin, plus jeune, hein, de faire des coups de poker. D'ailleurs, j'adore jouer au poker. Mais voilà, c'est ma façon, c'est ma façon d'être, c'est ma façon d'évaluer les risques. Et c'est sûr, là, si je mets 1000 €, bon, j'ai pas mis 1000 €, mais admettons, je mets 1000 €, je vais peut-être en gagner 2000, 2500, j'en sais rien. C'est évident qu'avec une appétence au risque bien plus élevée, je pourrais en gagner 10 000 ou 20 000. Hein. Voilà. Sauf que plus vous êtes amené à gagner, plus votre potentiel de perte est élevé. C'est ce que je vous ai dit, hein. Le risque est directement corrélé au potentiel gain. Donc voilà pour BTC. Pour les cryptos, oui, peut-être que je vous ferai une vidéo sur les crypto-monnaies. Parce qu'honnêtement, j'ai acheté des crypto-monnaies là cette année, enfin début d'année, milieu d'année, et puis les années précédentes évidemment, mais là il y a 2 crypto-monnaies que j'ai achetées cette année et qui sont en train d'exploser. Enfin, d'exploser, c'est pas le mot. Qui sont en train de très fortement augmenter. Et justement pas en mode explosion, en mode linéaire. Avec derrière des projets vraiment super. Notamment sur l'intelligence artificielle, bah oui je sais. Mais c'est pas en se mettant en dehors du jeu. Enfin, on peut aussi, hein. Moi j'aime bien avoir un pied dedans, un pied dehors. Et de toute façon, c'est pas parce que j'achèterai pas quelques centaines ou milliers d'euros d'une crypto-monnaie que ça va changer le monde, hein. Donc, par contre, ça peut moi me changer la vie ou celle de mes enfants potentiellement, donc je vais pas m'en priver. Donc oui, j'ai acheté 2 crypto-monnaies, donc je suis vraiment agréablement surprise et très fière, hein, parce que ça relève de ma propre analyse et je suis contente d'avoir fait les bons choix.
Donc je vous parlerai peut-être pas de celle-ci en particulier parce qu'il est peut-être trop tard pour les acheter. Quoique si en 10 ans elles ont un potentiel de 5000%, qu'on les achète à 50 centimes ou à 70, c'est pas très important, mais bon, je vais voir. Comme je pars du principe que je suis pas là pour donner des conseils, peut-être que je partagerai la méthode avec laquelle je les ai identifiés, mais pas leur nom, on verra. Bon, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer, je suis perdue, puisqu'en parlant j'ai marché et je crois que je ne suis jamais venue ici. Quoi d'autre? J'essaye de voir tous les sujets qui étaient en cours. Oui, alors je vais finir là-dessus. Parce qu'en fait j'avais commencé mes vidéos sur ce sujet, donc bon, c'est marrant que personne m'en ait parlé, en fait peut-être que ça intéresse personne. C'est à propos du rêve lucide. Donc j'avais lu le bouquin, j'avais fait les exercices, etc. Et ça a marché. Voilà, donc ça a marché. Et ça a tellement bien marché, c'est-à-dire que je me suis retrouvée dans un rêve. En plus, sans chercher ce soir-là à me conditionner. Je me suis retrouvée dans un rêve en me disant mais je suis dans un rêve. Et en fait dans mon rêve je me suis mise à paniquer. J'ai eu le sentiment de violer quelque chose d'interdit. Je ne sais pas comment expliquer ça. J'ai eu le sentiment de faire dans mon rêve, hein. J'ai eu le sentiment dans mon rêve de faire quelque chose de peu autorisé, de violer une loi. Je ne sais pas comment expliquer ça. Et en fait je me suis réveillée mais complètement en panique. Et j'ai complètement arrêté. Et ça m'est pas, ça m'est plus arrivé. Donc voilà. Donc j'avais hésité à partager ça avec vous. Parce que ça fait un peu folle dingue. Mais voilà. Donc j'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé ça. Donc voilà pour la petite histoire sur le rêve lucide. Je sais pas combien on en est, à peu près 25 minutes. Bon. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre? Je sais plus trop ce que j'avais comme sujet en suspens. Oui, si, il y a une réflexion que je me suis faite ces derniers jours. Alors, c'est lié à une vidéo que j'ai vue, mais la personne, si elle écoute, saura de qui je parle. En fait, ça revient un peu à cette notion de souveraineté dont je vous parlais tout au début. Et que la première, à mon avis, la première souveraineté, c'est quand même, est quand même liée à sa, comment je peux vous expliquer ça, est quand même liée à sa pensée, à ses opinions. Et j'ai toujours pensé qu'il était très dangereux de projeter des opinions, voire même des espoirs, des fantasmes sur d'autres personnes que soi-même. Voilà, c'est un peu le principe du gourou et de la secte, hein. Mais ça arrive aussi avec des chanteurs. Il y a un peu de trafic là. Avec des chanteurs, des acteurs, des hommes politiques. Et il y a des gens qui sont dans une adhésion à un mode de pensée, à des opinions, à des actes perpétués par d'autres. Et en fait, je trouve ça à la fois très dangereux, parce que nous sommes tous uniques, nous sommes tous singuliers. On peut être en accord avec quelqu'un à un moment donné, on peut être en accord sur beaucoup de choses, avec beaucoup de gens. Mais il y a toujours, à un moment donné, une pensée, une action, une réaction qui collera pas avec nos propres valeurs. Ah, le vent revient. Qui collera pas avec nos propres valeurs. Et il y a deux dangers. Alors le premier danger, c'est quand même la déception.
et la fragilisation de soi. Et le deuxième danger, c'est l'assimilation, c'est-à-dire qu'on vous assimile à cette personne. Donc c'est vrai que moi, ce phénomène de gourou, de modèle, d'être admirateur, d'être fan, etc. m'a toujours beaucoup dérangé. Et je pense qu'il faut faire très attention quand quelque part on se porte garant pour quelqu'un. Je ne parle pas des proches, hein. Je parle de gens qui sont dans la sphère publique. Faire très attention de se porter garant pour quelqu'un. Il faut faire très attention de se dire oh là là, un tel, je l'adore, vraiment, il a la raison, il a fait ça, c'est super, c'est vraiment quelqu'un de bien. Parce qu'en fait, vous savez pas. Et il y a quand même 9 chances sur 10 pour que cette personne, à un moment donné, fasse quelque chose qui soit complètement contraire à vos valeurs. Donc je pense qu'il faut rester très mesuré dans son soutien ou son admiration envers quelqu'un qui n'est pas un proche, qui n'est pas quelqu'un qu'on connaît bien, avec lequel on vit ou on a vécu, etc. Alors, ça devient un peu pénible ces voitures là. Je comprends pas, normalement c'est une ville dortoir ici. Alors, s'il y a encore des voitures, je me surpose et je continue après. Et d'ailleurs, il faudrait que je mette le GPS, j'ai aucune idée de l'endroit où je me trouve. Voilà. Heureusement, j'ai pas de réunion. Personne ne m'attend. Bon, allez. Moi, je mets sur pause, je reviens tout de suite. Voilà. Donc, ce que je vous disais, c'est être très prudent parce que il y a deux autres risques aussi. Donc, il y a un risque déjà majeur, à mon avis, quand une idole tombe de son piédestal. Quand une idole s'effondre, c'est une partie de nous s'effondre aussi. Et ça, c'est le premier gros risque. Et l'autre risque, qui est peut-être une des conséquences de ce qui se passe aujourd'hui, les gens qui perdent pied, c'est de refuser cet effondrement intérieur, hein, l'effondrement d'une partie de soi. Et plutôt que de gérer ça, d'adhérer à des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Voilà, pour moi ce sont les deux risques majeurs. Donc je pense qu'il faut être très prudent et moi je suis pour l'espoir, d'ailleurs je suis pleine d'espoir. Je suis très positive, hein, je suis pas... Mais le seul espoir que je porte, il est en moi. Il est en moi, il est en mes très proches. Je ne porte aucun espoir dans les gens qui sont dans l'espace public. Je prends ce que j'ai à prendre, je me nourris de ce qu'on me donne, mais je refuse de déléguer ma souveraineté à quelqu'un qui est dans l'espace public. C'est très dangereux, très dangereux, je vous assure. Voilà, donc je voulais partager ça avec vous. Je pense que c'est tous les gens, et honnêtement je ne crois pas qu'il y ait d'exception, sur tous les gens connus. Pourquoi quelqu'un est connu? Quelqu'un va être connu parce qu'il aurait été porté par un système. On gagnerait tous à être connus. On a tous fait des choses exceptionnelles, incroyables, étranges, différentes dans nos vies. On est tous, nous, citoyens lambda, des gens singuliers à qui on peut porter de l'intérêt. Tous. Honnêtement, je pourrais presque dire sans exception. Donc pourquoi ces gens-là sont connus? Moi, je connais des musiciens exceptionnels hein, qui jouent chez eux ou devant des amis. Je connais des gens qui sont capables de réciter des pièces de théâtre entières de mémoire, de jouer
puis ils font ça devant leurs potes. Je connais des gens qui ont écrit des histoires, des nouvelles, des romans absolument géniaux et qu'on n'a jamais publiés. Il y a plein de gens qui ont des talents, des dons et dont on n'entendra jamais parler. Donc pourquoi les gens sont connus? Ils sont connus parce que ils ont accepté d'adhérer à un système qui a pu les mettre en avant et les mettre en valeur. Pour adhérer à ces systèmes, parce qu'il n'y en a pas qu'un, je pense qu'il y en a plusieurs, pour adhérer à ces systèmes, il faut faire des concessions. Il faut faire des concessions sur ses valeurs, il faut faire des concessions sur sa souveraineté, il faut faire des concessions sur beaucoup de choses. Donc à partir de ce moment-là, après chacun sa définition de quelqu'un de bien ou quelqu'un de pas bien, hein, mais à partir de ce moment-là, on est potentiellement quelqu'un de pas bien. Parce qu'on va être amené à suivre un système ou des doctrines qui ne sont pas à l'avantage de l'humanité, mais à l'avantage de soi. Voilà. Pourquoi je disais ça? En fait, ça fait le lien avec ce que je vous disais précédemment, et ça fait le lien avec le fait que on peut presque dire, et moi je le dis, par principe, quelqu'un qui est dans l'espace public est quelqu'un qui peut potentiellement vous trahir. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Je vais vous montrer l'endroit où je suis, qui est assez étrange. Il est tellement étrange que il n'est même pas sur la carte en fait. J'ai cherché, je me suis dit attends, je vais essayer de trouver une information. Pourquoi c'est là? Qu'est-ce que c'est? Rien, il n'y a rien. Même dans la langue locale que je ne parle pas, hein, que j'unis un peu mais que je ne parle pas, il n'y a rien. Et regardez. Donc là, je vais passer par là. Hop, regardez. Donc là, il y a des bancs. Vous voyez? Et là, hop. Donc je ne sais pas si... Est-ce que je peux grossir? Non, je peux pas. À mon avis, ils doivent faire des messes ici. Je vais m'approcher. Je vais m'approcher et je sais que ça coupe le son quand je fais demi-tour. Je fais demi-tour. Attendez, hop. Voilà. Donc de temps en temps, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que moi je suis pas croyante. Mais en fait j'adore cet endroit. Vous voyez, des fois entre deux réunions, parce qu'ici je suis vraiment à 5 minutes du travail, hein, pas plus. Entre deux réunions, je viens m'asseoir ici des fois, prendre l'air, bien en avant. Et c'est vraiment... j'adore, hein, en fait. Bon, il y a un peu de bruit des voitures, mais l'autoroute n'est pas très loin. Allez, je retourne travailler. C'est pas tout ça, mais il va falloir quand même bosser, gagner sa croûte. Bon, allez. Moi, j'aime bien faire la mégère, j'adore. Je vous embrasse. J'étais bavarde, mais bon, voilà. De toute façon, je suis une pipelette. Allez, je vous embrasse. À très bientôt. Bisous.